bonjour. On est au salon Fnac Livre, dont Louis Média a le plaisir d'être partenaire. Et je vais m'entretenir pendant 20 minutes avec Mathieu Palin. Salut Mathieu. Salut. Mathieu est journaliste, il a contribué à la revue 21, à Libération. Il produit des podcasts et notamment l'auteur d'un podcast qui s'appelle Des hommes violents pour France Culture, que je trouve phénoménal. Et puis, tu as écrit un livre, un roman avant qui s'appelle Sale gosse. Et aujourd'hui, on se parle de Ne t'arrête pas de courir, qui est publié à l'Iconoclaste. C'est ce que vous appelez, avec ton éditrice, un roman vrai. On va y revenir. Et c'est l'histoire d'un athlète qui s'appelle Toumani Coulibaly, qui a été donc champion d'athlétisme, mais aussi cambrioleur multirécidiviste. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment tu l'as rencontré, comment ça s'est passé au départ de ce livre? En fait, je suis tombé dessus par hasard. J'ai ouvert, enfin par hasard, il n'y a jamais vraiment de hasard dans ces histoires-là, mais j'ai feuilleté Le Parisien, qui est un journal qui est, désolé pour Le Parisien, je ne lis jamais. Et je suis tombé sur ce titre déjà qui était assez énigmatique, qui disait l'athlète cambrioleur condamné pour la 16e fois, je crois. Et donc en effet, je lis que c'était un champion de France d'athlétisme du 400 mètres qui se retrouve pour la 16e fois devant un juge pour des faits de cambriolage. Et donc déjà, ça m'interpelle. Et en lisant, il y a une phrase qui est prononcée par ce jeune homme dont j'apprends qu'il a exactement le même âge que moi et qu'il a grandi dans la même banlieue que moi, dans l'Essonne. Et il s'adresse, au lieu de s'adresser au juge, il s'adresse aux journalistes qui sont présents dans la salle. Et il dit, je sais que vous faites votre métier, donc je ne vous empêche pas de le faire, mais s'il vous plaît, faites attention à ce que vous écrivez parce que mon fils aîné a appris à lire. Et je sais que ça va lui faire du mal de lire que son père est un délinquant multirécidiviste et tout ça. Et cette petite phrase-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a touché suffisamment pour que j'ai envie de lui écrire une lettre. Et que je le fasse d'ailleurs tout de suite. J'avais mon ordi qui était à côté, j'ai ouvert mon ordi, j'ai tapé une lettre qui disait bah, on a le même âge, on ne se connaît pas, donc on va se vous voyer, mais j'ai l'impression, parce qu'on a grandi au même endroit, que peut-être plus qu'un autre journaliste, je serais moi en capacité de vous comprendre. Ce qui était à la fois très immodeste de ma part et en même temps, sur le moment, je le pensais vraiment que j'avais cette capacité de comprendre ça parce que j'avais vu des potes aussi qui, parce qu'ils avaient grandi dans un quartier, avaient vraiment très très envie de s'en arracher, mais étaient sans arrêt ramenés par comme des fils invisibles qui les remettaient le nez dans les problèmes. Et, et puis rien en fait. J'ai envoyé cette lettre et pendant un an, il ne s'est rien passé, si bien que j'ai oublié même son existence. Et un jour, j'ai reçu un texto qui disait tout simplement Salut Mathieu, c'est Toumani. Et je trouve que dans ce début d'histoire, ça dit tout de suite à quel point tu es dedans et dehors. C'est-à-dire que tu es avec les journalistes qui, dans ce cas-là, comprennent pas comment il faudrait traiter l'affaire, mais tu es aussi dans les mecs qui viennent de banlieue et qui sont capables de comprendre, quoi. C'est cet entre-deux dans lequel tu navigues pendant tout le livre. Ouais, en fait, je me présente d'emblée à lui comme un journaliste. Et en même temps, je me présente comme un mec qui a son âge et qui a grandi au même endroit. Et ce que je mets dans la lettre, c'est des éléments de présentation qui j'ai l'impression, me rapprochent de lui, qui ne fait pas de moi un frère, mais quelque chose qui montre qu'on a quand même beaucoup de points communs. Et pendant toutes les années qui vont suivre, parce que c'est une histoire d'amitié, ce livre qui se forme petit à petit au rythme des parloirs, parce que je vais le rencontrer en prison. Je me sens lentement dérivé d'un statut de journaliste qui va rencontrer quelqu'un dont l'histoire lui semble intéressante, et donc il y a une espèce de distance réglementaire entre le journaliste et son sujet, vers quelque chose qui me rapproche plus d'une histoire d'amitié, en fait, avec deux personnes qui se regardent vraiment et qui commencent à compter l'un pour l'autre et du coup à s'inquiéter l'un pour l'autre aussi. Et dans le livre, on comprend que assez vite, ça devient une obsession, l'histoire de Toumani Coulibaly. Qu'est-ce que tu peux écrire dessus? Qu'est-ce que tu peux faire de cette histoire-là? À quel moment tu comprends que ça devient une obsession? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu te réveilles en te demandant comment il va en prison, Mm. tu te réveilles en te demandant qu'est-ce que toi, tu peux produire sur son histoire? Ouais. Bah, je me rends compte que c'est une obsession déjà parce que je sors pas le vendredi soir quand tout le monde sort parce que j'ai pris un parloir le lendemain matin
à 7h30. Et donc, un parloir de 7h30, ça veut dire qu'à 6h, il faut que je sois dans ma voiture pour rouler 1 heure, puis passer tous les sas réglementaires avant d'arriver dans la cabine de parloir. Et donc, ces contraintes-là qui rythment mes semaines, je les fais avec mon libre arbitre, c'est-à-dire que je décide que ça, c'est plus important que le reste. Et petit à petit, je me rends compte que ça fait 1 an déjà que je fais ça, et puis presque 2 ans. Et donc, sans vraiment me l'avouer, je me rends compte que c'est pas un reportage classique que je suis en train de faire. Parce qu'un reportage, même quand on y passe beaucoup de temps, au bout de 2 ans, soit on a écrit quelque chose, soit on se fait engueuler par son rédacteur en chef. Et clairement, là, j'avais personne au-dessus de moi pour me dire qu'est-ce que tu fous. Donc j'ai commencé à me poser cette question-là, qu'est-ce que tu fous? Et ça a pris du temps avant de me rendre compte que j'étais non seulement plus vraiment dans une posture de journaliste, mais en plus un peu paumé quoi, dans cette relation, parce que j'avais vraiment envie au bout d'un moment d'écrire sur lui. Et en même temps, j'avais plus la distance réglementaire, j'avais largement franchi la ligne jaune. J'allais le voir sous le titre de famille Koulibaly. J'allais pas le voir avec un permis de journaliste. Je faisais la queue avec les mères de famille qui viennent apporter le linge. Et donc, tout ça, ce sont des questions qui se sont un peu percutées dans ma tête au bout d'1 an et demi à peu près. Mais quand tu dis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je voulais écrire sur lui, c'est-à-dire que vraiment, pendant la première année et demie, c'était par pur intérêt pour cette personne. Tu n'avais Ouais. pas l'intention d'écrire. Au fond de moi, je savais que j'étais sur une histoire pas banale. Et donc, par curiosité journalistique et peut-être par réflexe aussi, je savais qu'il était possible d'en faire quelque chose. Je mentirais en disant l'inverse. Mais j'en avais parlé à personne. Tu vois, et donc je savais que personne d'autre que moi n'était au courant. Personne dans la maison d'édition. D'ailleurs, j'avais refusé de signer mon contrat, par exemple, pour un deuxième livre, parce que je me suis dit, le jour où si je signe ce contrat-là, je serais obligé d'écrire cette histoire. Donc j'ai attendu pas mal de temps, parce que je me suis dit, il faut me laisser une porte de sortie, et je voulais pas non plus lui dire à lui, je suis en train de faire quelque chose si j'étais pas en train de le faire. Donc j'ai attendu le bon moment. Et bizarrement, le bon moment, c'est quand je me suis fait repérer par la prison et qu'on m'a viré du parloir, que j'ai eu accès à lui, et que même on m'a interdit l'accès à la cabine téléphonique. Donc même les appels qu'il pouvait me passer depuis la prison ont été coupés. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un manque réel. Je me suis senti mal. Et je me suis dit, si tu te sens mal, c'est qu'il y a une vraie raison. Et cette raison, elle est en toi. Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu t'acharnes à t'accrocher à un mec que tu connais, avec lequel tu n'as pas grandi, et qui, selon toi, te ressemble parce que vous avez grandi dans le même quartier et que vous avez le même âge, mais des mecs qui ont le même âge que toi et qui ont grandi dans le même quartier, il y en a des centaines. Pourquoi lui? Et donc ça, ces questions-là, quand j'ai réussi à me les poser et surtout quand j'ai réussi à y répondre, j'ai su qu'il y avait un livre. Mais avant ça, j'étais dans une espèce de flou, quoi. Et alors, en tant que lecteur ou lectrice, on se rend compte de ce questionnement-là. Pourquoi est-ce que tu es obsédé par Koulibaly, par la prison de manière plus générale? Parce qu'à un moment donné, tu cites un de tes copains qui te dit mais quand est-ce que tu vas te faire enfermer toi-même? Parce que ça va d'aller voir les gens en prison, puisqu'on citait le podcast des hommes violents, Sale Gosse aussi, tout ce sur quoi tu travailles en tant que journaliste depuis 10 ans a trait de près ou de loin à la prison. Et donc à un moment donné, tu vas voir une psy pour poser des questions sur Koulibaly, pour comprendre un peu sa personnalité, ses névroses, etc. Et elle te dit, mais interrogez-vous, pourquoi vous faites ça? Ouais, j'ai pas d'expérience avec les psys, j'ai jamais été voir de psy. Et la première fois que je me retrouve dans ce cabinet, je me retrouve dans une position un peu étrange parce que je viens en effet pour poser des questions sur quelqu'un qui n'est pas là, en me disant qu'elle a probablement des réponses. Et elle, en effet, elle passe son temps à rediriger mes questions en disant mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, parce que le travail que vous faites, c'est vraiment un travail d'accompagnant. Donc, est-ce que vous savez pourquoi vous faites ça? Protégez-vous quand même. Et donc, elle me saoule un peu. Et en même temps, elle a l'air sûre d'elle et c'est son métier. Et si je suis mal à l'aise, c'est que peut-être elle a touché juste. Et donc, ça, plus en effet le fait que la prison m'ait repéré et m'ait interdit l'accès, je commence
à m'interroger et je prends conscience, mais c'est pas une construction littéraire de le mettre à ce moment-là dans le livre. C'est vraiment quelque chose qui m'a pété à la gueule à ce moment-là, parce que je n'en avais pas conscience. En tout cas, peut-être que je faisais inconsciemment, je l'avais mis sous le tapis. Mais je me suis rendu compte qu'en effet, ça faisait 10 ans que j'étais journaliste, et ça faisait 10 ans que je travaillais autour de ces questions, de l'incarcération, de l'enfermement, pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas, toutes ces questions-là qui m'ont amené à parler de la délinquance, à parler de la prison, à parler des longues peines. Et je sais qu'en fait, les raisons, elles sont en moi, elles sont dans mon histoire personnelle, dans mon histoire familiale aussi. Mais jusqu'à présent, je me l'étais pas trop, enfin, c'est une question que je ne m'étais pas trop posée. Et ça m'a amené à me dire qu'en fait, oui, en tant que journaliste, on peut toujours se justifier dans notre travail quotidien en disant bah, moi, mon travail, c'est l'actualité. Donc l'actu, elle s'impose à moi, elle me tombe dessus. Je ne me pose pas les questions. Enfin, la question pourquoi tu le fais, tu te dis bah, parce que c'est mon métier. Mais dans mon cas, en tout cas, je me suis rendu compte que pourquoi je faisais ça, il y avait une vraie raison et que la raison, elle méritait d'être questionnée, quoi. Et donc à ce moment-là du récit, on ne va pas expliquer ce qui se passe, mais il y a un autre pan d'histoire qui s'ouvre, une histoire dans l'histoire qui est extrêmement personnelle. Euh, Est-ce que tu n'y avais pas du tout pensé à cette histoire-là, ou est-ce que tu n'avais pas connecté l'histoire dans l'histoire et l'histoire de Toumani Coulibaly? Comment ça s'est présenté? Non, je ne l'avais pas du tout connecté. En fait, pour parler clairement, j'ai quelqu'un de très proche qui a fait 20 ans de prison. Euh, et, et en fait, j'ai tourné autour de cette question parce que quand vous avez quelqu'un en prison, vous avez quelqu'un qui est à la fois proche et extrêmement loin. Parce que petit à petit, vous reprenez votre vie et puis vous avancez. Et la personne, elle bouge pas, elle reste au même endroit. Et vous avez, au début, vous y pensez beaucoup. Et puis après, bah, vous pouvez pas être sans arrêt là-dessus. Donc vous faites votre vie, quoi. Et donc non, j'ai pas capté tout de suite que en allant voir Toumani, en essayant de creuser son histoire, j'étais en même temps en train d'essayer de comprendre ce qui était arrivé à cette personne qui en fait avait passé pendant que moi je grandissais et devenait adulte et devenait journaliste et commençait à travailler, passer sa jeunesse et un morceau de sa vie en prison. Donc ça m'est apparu bah, justement pendant le travail et soudain j'ai compris plein de choses et soudain surtout je me suis rendu compte que cette histoire méritait d'être racontée autrement que par le seul biais du biopic, de se dire bah voilà, je suis tombé sur un mec qui a une histoire incroyable et je vais vous la raconter, ça va être une sorte de biographie d'un athlète cambrioleur, quoi. Et ça, il y a potentiellement un livre là-dessus, mais c'était pas un livre qui m'intéressait. Il y avait une histoire de rencontre entre un mec qui a une histoire particulière et un gars qui a un parcours incroyable qui peut-être était un peu plus intéressant. Donc quand j'ai pensé à ça, soudain le livre m'est apparu et je me souviens d'ailleurs avoir dit à ma copine ça y est, je sais qu'il y a un livre et je sais comment je vais le raconter. Et alors à ce moment-là, est-ce que se pose la question de dans quel degré d'intime tu vas? Est-ce que ça a changé le reste de ce que tu avais en tête? Est-ce que tu avais déjà commencé l'écriture à ce stade, mais que ça a chaviré? Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu as pu commencer l'écriture? Et à quel moment tu t'es dit, oui, je peux raconter ma vie, je peux raconter l'histoire de cette personne proche? En fait, non, j'avais pas commencé l'écriture, mais j'avais, peut-être aussi par conscience professionnelle, où j'avais pris des notes dans des carnets et ces notes s'accumulaient, j'y touchais pas, je repoussais le moment où j'allais les recopier même. Donc j'avais des carnets qui s'accumulaient, j'avais d'ailleurs l'angoisse de les perdre, ces carnets. Et au moment où j'ai réalisé justement que j'avais le droit de me poser de ces questions et peut-être de les coucher par écrit, j'ai retapé toutes ces notes. Donc ça m'a pris un temps fou. Et avec toutes ces notes sous les yeux, j'ai vu que la seule manière de raconter cette histoire, c'était de dire je. Ce qui est quelque chose que j'ai déjà fait dans des articles, mais dans un livre, c'est particulier. Il était possible aussi de se perdre, de se noyer, et soit d'avoir un jeu écrasant dont le lecteur est saoulé, soit tout simplement de tomber dans une espèce de journal intime dans lequel on raconte sa vie, on se la raconte à soi et ça intéresse personne. Donc j'ai vu que la seule manière c'était celle-là et donc j'ai essayé tout simplement. J'ai tout mis bout à bout, j'ai essayé de faire un plan
en me disant comment est-ce que je peux raconter cette histoire-là. Et au final, la meilleure manière, je pense, c'est presque une manière journalistique de reporter, c'est de poser le lecteur sur ton épaule et d'avancer dans cette histoire comme moi j'ai avancé, c'est-à-dire en ouvrant le Parisien, en lisant un article, en allant écrire une lettre, allant à la rencontre de ce mec que je connaissais pas dans cette cabine de parloir et progresser comme ça dans l'histoire en confiant de temps en temps au lecteur mes doutes, mes angoisses et ce mal-être aussi qui vient à certains moments quand j'ai l'impression d'avoir été accroché par ce mec et que certaines personnes essayent de m'en éloigner, quoi. Et alors du coup, il y a une question qui se pose, c'est que tu racontes toi à la première personne. Donc à la fois, tu es dans un grand dévoilement et donc dans une vulnérabilité. À la fois, c'est toi qui contrôles le récit. C'est le principe Mm. quand on est auteur. Donc tu contrôles ton récit, mais aussi celui de Toumani Ouais. Coulibaly et celui de cette autre personne dont Mm. tu viens à raconter la vie. Et globalement, tu as l'air obsédé par les enjeux de pouvoir. C'est quelque chose qui est très présent dans le livre et dans d'autres travaux que tu as faits. Et tu cites la journaliste américaine Janet Malcolm, qui est une grande journaliste du New Yorker, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le journaliste et l'assassin, et qui s'interroge, pour faire court, sur les rapports de pouvoir entre journalistes et sources. Et elle dit, ce que tu cites dans ton bouquin, le journaliste qui n'est ni trop bête ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face le sait bien. Ce qu'il fait est moralement indéfendable. Il est tel l'escroc qui se nourrit de la vanité des autres, de leur ignorance ou de leur solitude. Il gagne leur confiance et les trahit sans remords. Bon, après, c'est un peu long pour tout dire, mais comment tu Mm. t'es débattu avec cette question-là? Mais je pense elle a tout à fait raison. D'ailleurs, c'est la première phrase de son livre. Et elle pose les deux pieds dans le plat. Et à partir de là, on peut commencer à discuter. Moi, je suis d'accord avec elle sur le fait que le métier de journaliste est un métier un peu particulier. Il y a d'autres auteurs que j'ai rencontrés qui disent qu'on est tout simplement des charognards et qu'on se nourrit des histoires et des failles des gens qui nous entourent. Ce qui est, à mon avis, aussi un peu vrai. Et il faut pouvoir se dire que le journalisme et la littérature, ça reste un artisanat qui est totalement imparfait, dans lequel on n'est pas sûr de soi ni sûr de ce qu'on écrit. Moi, j'ai beaucoup douté en écrivant ce livre, jusqu'à la fin et même jusqu'à la publication. Et j'avais cette angoisse de trahir Toumani, de raconter des choses qui probablement allaient le blesser. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque un livre, c'est forcément blessant quand c'est votre histoire qui est racontée par les yeux d'un autre. Parce que tu parles d'enjeu de pouvoir, c'est moi qui ai le pouvoir là-dedans. C'est moi qui raconte ce que je veux. Ce que j'ai pas envie de raconter, je le raconte pas. Ce que j'ai envie de mettre en exergue, je le mets en exergue. Si j'ai envie de consacrer 50 pages à un truc hyper honteux dans sa vie, je peux le faire. Et d'une manière ou d'une autre, il n'a pas grand-chose pour contrer ça. Donc je pense qu'à partir du moment où on est conscient déjà d'avoir le pouvoir, on peut mettre quelques garde-fous et s'empêcher d'aller trop loin. Mais ce rapport de force, il existe et il sera de toute manière déséquilibré. Parce que Toumani, le contrat que j'avais passé avec lui, c'était de lui donner le livre, mais une fois qu'il était fini et imprimé. Donc s'il y a des passages qui ne lui plaisent pas, malheureusement, le livre, il est fini, imprimé, et il sort tel quel. Donc Et ça a été quoi sa réaction du coup? Comment est-ce que lui s'est senti complètement satisfait, floué complètement satisfait, je pense que c'est impossible. Floué, non, j'espère pas. En tout cas, il m'a pas dit ça. Il avait peur, et je pense que c'est encore une peur qu'il doit avoir, de la réaction de ses proches. Parce que moi, ce qui était important, c'est qu'ils me disent ce qui est dans le livre est vrai. Et tu n'as pas trahi ce que je t'ai dit, tu n'as pas trahi ma parole, tu n'as pas trahi cette histoire-là. Mais ça peut être vrai et être extrêmement blessant pour les proches. Et donc, les passages qui lui ont fait peur sont les passages dans lesquels il parle de ses proches, dans lesquels il raconte des histoires qui n'ont pas vocation forcément à être imprimées noir sur blanc et disponibles aux quatre coins de la France. Mais ce qui était important pour moi, c'est qu'ils s'y reconnaissent et qu'ils disent « Ok, c'est mon histoire vue par toi. Je ne l'aurais probablement pas racontée de cette manière-là. Et c'est notre histoire aussi à nous, tous les deux, mais elle est vraie. » Et puis qu'ils comprennent aussi, parce qu'à un moment donné, tu dis
juste après avoir vu la psy, je crois, j'aimerais comprendre, et si je comprends, il comprendra aussi, et peut-être qu'il évitera la rechute. C'est une manière, par ton récit, d'avoir du pouvoir sur sa vie, un pouvoir positif, mais un pouvoir quand même, et en même temps de le partager avec lui. Ouais. Oui, je pense un truc un peu inévitable quand on se retrouve dans cette situation-là, d'être du bon côté du parloir, c'est de penser que parce qu'on est du bon côté, on va réussir à sauver celui qui est du mauvais. Et ça, je l'avais jusqu'au bout, je pense, et je l'ai encore. Parce que Toumani, c'est une relation d'amitié. Il est sorti de prison. La reconstruction, c'est jusqu'à sa mort. Donc, j'espère que ce qui s'est passé entre nous va l'aider à ne pas rechuter, mais ça, je ne peux pas le savoir. En tout cas, c'est un livre magnifique sur Merci. l'enfermement, sur la prison, sur ce que c'est d'être au banc de la société et de pouvoir regagner sa place ou pas. Ça s'appelle « Ne t'arrête pas de courir », donc de toi, Mathieu Palin. Et je vous invite à retrouver cette interview et toutes les autres, l'intégralité du salon, sur laclaquefnac.com.